Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Simon Ouellette, candidat pour le Parti vert dans la circonscription de Fredericton-Sud-Silverwood. Il nous parle de différentes idéologies politiques, des raisons qui l'ont poussé à se présenter et du travail qu'il aimerait accomplir comme député. Simon Ouellette, bienvenue en Bourgeois Vert. Bonjour, bonjour. Écoute, Simon, ça pourrait être un gros épisode aujourd'hui. Comme j'ai mentionné juste avant qu'on commence, ça fait quand même plusieurs années que j'ai été présenté à toi comme personne, si on veut. J'ai une petite idée quand même de ton background, mais aujourd'hui, on est là pour se concentrer principalement sur les élections qui approchent. Et toi qui se présente comme candidat du Parti vert dans la circonscription de Fredericton-Sud-Silverwood. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, avant qu'on commence, tu veux peut-être faire une petite présentation de qui tu es, ton parcours pour jusqu'à aujourd'hui. Oui, ben écoute, ça fait déjà 8 ans, à peu près 8-9 ans que je demeure à Fredericton. Je suis ici pour le travail. Je suis syndicaliste au Syndicat canadien de la fonction publique. Je suis dans mon bureau aujourd'hui. Je travaille. Je remettrai 1 heure plus tard. je fais ça à l'ouvrage. Mais d'abord, d'où est-ce que je viens? Je suis né à Grand-Sault, mais j'ai grandi à Moncton. Mes parents sont de Moncton et de Drummond. Puis j'ai été à l'Université de Moncton, j'ai fait des études en droit, en histoire. Je suis plus fier de mon diplôme en histoire que de mon diplôme en droit. Je pense que c'est l'histoire qui m'a vraiment aidé à comprendre la société dans laquelle on vit. Désolé pour mon alma mater. Puis j'ai toujours été très intéressé par les droits des travailleuses et des travailleurs, la question des Acadiens, toute la question des biens publics. Que ce soit l'éducation publique, que ce soit le système de santé public. Donc, quand j'ai fini mon diplôme en droit, moi, je voulais pas devenir avocat, je voulais travailler dans un syndicat. Je voulais pas travailler comme avocat dans un syndicat parce que ça m'intéressait pas tant que ça. C'était vraiment le travail d'organisation syndicale qui m'intéressait et tout ce qui avait un rapport avec entrer en contact avec les travailleuses et les travailleurs pour tenter de faire en sorte que le monde en pratique des droits qui sont respectés. Puis, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de faire ça que de travailler dans un cabinet privé où la plupart du temps, dans un cabinet privé, tu représentes ceux qui ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, en général, c'est pas Joseph qui est concierge, c'est pas Linda qui est infirmière auxiliaire, c'est habituellement les grandes compagnies, les compagnies qui se chicanent entre eux autres, les compagnies d'assurance. C'est des gens plus aisés qui ont la chance de se payer un avocat. Donc, je me suis dit, dans le mouvement syndical, ça, c'est comme une belle manière de faire respecter les droits des gens. Je me sens accompli de mon travail, puis je fais ça depuis un bon bout de temps, donc 8 ans. En fait, je suis à Fredericton à cause du travail. Mais ça veut aussi dire que j'ai milité beaucoup dans les questions acadiennes. Ça, c'est depuis que j'étais à l'université. J'ai milité j'étais vice-président de la FECUM 2 fois. Une fois avec Kevin Arsenault, c'était un vrai privilège d'être dans l'équipe à Kevin, qui est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles je suis engagé au Parti vert. Kevin Arsenault, qui est député de Cap-Nord, moi et lui, Samuel Leblanc et Émilie Haché, on faisait comme une équipe. On s'est monté comme une équipe pendant une élection dans la FECUM. Puis je pense que ce moment-là m'a vraiment donné le goût de la politique comme activité collective, une sorte où un groupe se décide de proposer un projet à soit une société ou à un collectif ou à une communauté. Dans ce cas-ci, c'était la communauté étudiante de l'Université de Moncton. Puis de dire, si vous votez pour nous, vous votez aussi pour un projet. Et notre projet, c'est se battre pour l'éducation comme projet de société, comme droit, puis qui était vraiment une rupture par rapport aux anciens exécutifs qui en général, soyons francs, à la FECUM, c'est tous des libéraux. C'était pacté de libéraux. Puis moi, ça me dérangeait depuis que j'ai été étudiant parce que les libéraux,
comme les jeunes conservateurs, mais pire que les jeunes conservateurs. C'est bien du bon monde. Mais très souvent, ces gens-là sont plus intéressés par le pouvoir que qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ce pouvoir-là. Donc, très tôt, moi, j'ai vite compris dans mes études, puis dans ma vie de tous les jours, qu'il y a du monde en haut, il y a du monde en bas, puis si les gens d'en bas s'organisent pas, ils se font manger à la laine sur le dos. Puis cette philosophie-là, c'est très simple, c'est très ouvrier comme compréhension, mais c'est quelque chose qui se faisait jaser des deux bords de ma famille. J'ai un côté de la famille qui sont des agriculteurs, puis plus des travailleurs manuels. Puis de l'autre côté, c'est plus des professionnels. Genre mon pépère, Yvon Ouellet, était directeur d'école, il est devenu surintendant. Je fais partie, j'ai un de ses descendants, je suis privilégié dans ce sens-là. J'ai un grand-père qui était à l'école, à l'université. Donc moi, j'ai toujours été conscient de ce privilège-là. Puis de l'autre côté de la famille, du côté des gagnants, ben là, je voyais, OK, comment est-ce que la famille puis les voisins se font manger à la laine sur le dos par les grandes compagnies comme les McCain, qui ont fini par acheter toutes les terres à Drummond, qui ont fini par avoir petit à petit un monopole sur presque tout dans la région. Puis, ils ont été laissés faire, si tu veux. Les fermiers ont été abandonnés par la province. Puis, ça fait en sorte qu'on a perdu toute une façon de vivre au Nouveau-Brunswick. Puis que ça, c'était le résultat d'un choix. C'était pas obligé d'aller par là. On s'est rendu là parce que, comme société, on a eu des gouvernements qui ont fait certains choix. Donc, tout ça, ça l'a comme mijoté là, dans ma vie personnelle. Ça l'a pris toutes sortes de détours. Mais aujourd'hui, je me présente en politique au Parti vert. Et j'espère faire la synthèse de toutes ces différentes frustrations puis ces espoirs-là qui m'ont été légués, puis ceux que j'ai créés ou que j'ai absorbés d'autres endroits. J'essaie de synthétiser tout ça dans ma campagne ici à Fredericton-Silverwood pour le Parti vert. Écoute, t'as amené des points très intéressants. Je pense que si on veut, le sentiment de communauté que t'as apporté, qui s'est un peu perdu, si je compare, comme t'as mentionné ton grand-père dans le temps de ma grand-mère, les histoires qu'elle nous contait il y avait un bonhomme qui promenait sur le bord du chemin, puis on était comme, hey, veux-tu venir souper? Même si qui connaissait pas. Tu sais, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui se promène sur le bord du chemin, souvent, le monde sont comme, oh, que c'est ça, que c'est qui se passe? Tu sais, ça. Vraiment plus craintif, vraiment moins accueillant. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui est ton alignement politique avec Dominic Cardy, mais d'un podcast de récemment, il a parlé du côté que les unions sont un peu moins plus proches un ordre professionnel que si on veut, un militant pour la communauté ou moins impliqué dans la communauté. Puis, je ne sais pas si je suis 100% d'accord avec ce commentaire-là, mais je trouvais que du côté des partis politiques, on a l'impression que, ou du moins c'est mon impression, que souvent, l'implication arrive quand, OK, c'est une année d'élection, quelques mois avant les élections, là, tous les politiciens, les candidats, le monde qui supporte le parti sont un peu partout. Mais durant les 4 ans ou les temps que c'est pas une élection qui arrive, on dirait que c'est peut-être moins présent. Puis je sais pas si c'est partout comme ça ou si c'est juste ma vision des choses. Donc, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça un peu. Spécialement parce que tu as mentionné à la FECUM, il y avait beaucoup de libéraux. Donc je pense que l'exemple le plus récent serait Brian Gallant, qui était premier ministre il n'y a pas si longtemps que ça, du côté des libéraux. Mais aussi parce que récemment, puis je vais te demander ton opinion là-dessus, et peut-être tu pourrais nous parler du Parti vert en même temps. J'ai vu quelqu'un qui appelait le Parti vert des conservateurs en bicycle. J'ai trouvé ça très comique parce que c'était juste avant ou juste après que tu as fait un post avec toi qui avais eu comme un petit photoshoot sur ton bicycle. J'ai trouvé ça vraiment comique. Puis j'étais comme, c'est exactement l'image que Simon donne en ce moment. Ben, tu mentionnes donc que tu t'es relié par le Parti vert, que Kevin Arsenault était un grand exemple, une grande inspiration, si on veut. Et puis, je me rappelle quand j'étais à l'université, quelques années, plusieurs années peut-être après même,
On parlait toujours et encore de la fécum de Kevin Arsenault et Simon Ouellet. Donc, vous avez tu me définitivement touches, là, eu je savais pas ça, je suis content de un savoir impact ça. là. Ouais. Et puis, donc, peut-être donne-nous un peu ta vision du Parti vert. Est-ce que vraiment c'est des conservateurs en BC et toi, tu te concentres sur le côté BC ou vraiment c'est pas vraiment ça du tout et peut-être juste une mauvaise Non, conception de la personne? non. Ben, en fait, cette expression-là, elle est drôle parce qu'elle provient des États-Unis, si je me trompe pas, puis de l'Ouest. C'est-à-dire que le Parti vert est un parti assez diversifié. Mais en général, les mouvements verts à travers du monde sont des partis plus à gauche. C'est sûr qu'il y a certains partis verts qui vont se retrouver plus centristes, d'autres centre-droite, mais en général, ils sont plus à gauche pour la simple et bonne raison que si, par exemple, vous lisez Naomi Klein, qui dit que si vous voulez vous attaquer à la crise du changement climatique, il faut aller à la racine du problème. Et le problème, malheureusement, c'est notre système économique qui est basé sur une croissance sans fin dans un monde avec des limites. À un moment donné, on va manquer de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un système économique qui est en croissance exponentielle, mais on a des limites humaines et physiques auxquelles on se frappe. Puis, on est en train de vivre les conséquences aujourd'hui de ça. Donc, pour moi, quelqu'un qui dit qu'ils sont des conservateurs à vélo, je dirais, s'il y a des verts qui se considèrent conservateurs, je suis désolé, t'es pas vert. Parce que tu as des panneaux solaires sur ta maison, ça fait pas de toi une personne verte. Parce que tu consommes des choses vertes, ça fait pas de toi une personne verte. Parce que tu es végétarien, ça fait pas de toi une personne verte. Ça peut t'aider à te rendre à une certaine conscience, à te rendre là, tous les chemins mènent à Rome, mais ce qui compte pour être vert, selon moi, c'est de comprendre qu'on va pas sortir de notre trou sans l'action collective, sans une prise en charge collective. C'est pas des prises en charge individuelles. La prise en charge individuelle a son rôle, c'est important, je suis pas contre ça. On y va. Mais c'est vraiment d'abord et avant tout une question de prise en charge collective, puis une décision d'orienter les efforts et la capacité de l'État à vivre selon nos limites planétaires, vivre selon nos limites naturelles. Donc, comment on peut assurer un maximum de bonheur en dépensant un minimum de ressources, puis assurer ce bonheur-là et une qualité de vie sur plus que 2 ou 3 générations que ce que nous a donné le pétrole, par exemple. Donc, non, je suis très loin d'un conservateur. Il y a une belle phrase de Saul Alinsky, qui était un organisateur américain, qui disait Dress like a Republican if you want to talk like an anarchist. C'est-à-dire, habille-toi comme un républicain si tu veux parler comme un anarchiste. Et j'ai toujours trouvé cette phrase-là vraiment élégante parce que en politique, on doit communiquer des idées, des valeurs nouvelles, des nouvelles manières de faire les choses, mais on peut pas tout changer d'un coup. Donc, je me promène à vélo, oui, mais j'essaie de bien m'habiller. Oui, j'ai une boîte, une crate de lait en arrière de mon vélo pour transporter mes trucs, mais rarement vous allez voir mon vélo est trop sale ou des choses comme ça. J'essaie quand même de bien me présenter. J'essaie de rester cohérent avec mes choix. Je ne suis pas parfait. Je pense qu'il n'y a personne qui est parfait dans le système qu'on est. Non, je crois vraiment dans l'action collective. Puis ça nous différencie beaucoup des conservateurs qui, eux, sont beaucoup plus pour le laisser faire du marché, qui disent, bon, ben, le marché va nous trouver des solutions quand on fera face au problème. L'enjeu avec les changements climatiques, c'est que le problème, on le voit venir de très loin. Puis si on ne se prend pas d'avance, le marché va répondre trop tard au problème. C'est-à-dire que on va commencer à avoir des solutions de nettoyage et de purification d'eau quand on va manquer d'eau. Est-ce qu'on pourrait se mettre dans une situation où on pourrait éviter de manquer d'eau? Et là, je peux étendre la logique à la foresterie, à l'agriculture, à l'alimentation, à l'énergie, à l'utilisation des ressources primaires comme le béton, comme le sable. On est en train d'avoir des pénuries de sable dans le monde. C'est pas dans les radars de grands médias, mais ça devient de plus en plus cher à produire du béton parce que certains types d'agrégats puis de sable deviennent des ressources rares. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un monde avec des ressources finies? Donc, c'est tout ça qui cogite dans ma tête, pourquoi je me suis présenté au Parti vert. Puis pour revenir à tes commentaires de Dominique Cardy, parce que tu m'as donné beaucoup de choses, fait que là, j'essaie d'être équivalent. Monsieur Cardy est un peu mal placé pour parler de syndicats puisqu'il les a jamais aimés.
Même dans son temps au NPD, j'en sais quelque chose. J'ai milité au NPD auparavant. Et M. Cardi et moi, on n'était pas toujours... disons que j'avais certaines difficultés. J'ai dit à M. Cardi quand il était chef du NPD, tu serais plus heureux à être au Parti conservateur parce que tu es un conservateur. Puis c'est correct, tu as le droit d'être un conservateur, mais tu n'es pas au bon endroit. Moi, si je te regarde aller, je pense que tu serais heureux là. Puis j'étais très content quand il était absorbé au Parti conservateur. Je me dis, enfin, il a trouvé sa niche, son chez-soi politique. Malheureusement, les conservateurs n'ont pas voulu de lui. Ça, c'est une autre histoire pour un autre podcast. Peut-être que tu pourras l'inviter pour ça. Mais M. Cardi, c'est quand même un homme intelligent, mais avec lequel j'ai beaucoup de désaccords. Et je pense que lorsqu'on parle des syndicats, les syndicats n'ont jamais été autant importants que tout de suite, pour la pure et simple raison que les gens sont pas moins exploités que 100 ans passés. Il y a autant de destruction de l'environnement, puis il y a beaucoup d'abus des droits de la personne. Encore ici au Nouveau-Brunswick, on est dans un pays développé, on a plus de 150 ans de démocratie, et pourtant, il y a des gens qui ont besoin des banques alimentaires alors qu'ils font des services essentiels pour la population. Je pense aux travailleuses des foyers de soins. Donc, il y a des choses comme ça que je me dis, tout ça, ça vient nourrir mon appétit politique. Je dis, la vie est trop courte pour pas essayer de s'attaquer aux gros problèmes. Comme les gens au NPD, pour qui j'ai beaucoup de respect, disent, Jack Layton, c'est Don't dream small dreams. Ne rêvez pas de petits rêves. C'est-à-dire, il faut être ambitieux et c'est aussi le fardeau de notre génération. On n'a pas le choix d'être ambitieux, on n'a pas le choix d'être à la hauteur de la tâche si on veut respecter tous ceux qui viendront après nous, parce qu'on va avoir des grosses décisions qu'il n'y a pas une autre génération qui a dû faire. C'est nous, là. On est dedans, là. Absolument. Je pense pas que je pourrais mieux dire de tout ce que tu viens d'apporter. J'ai vraiment aimé ta distinction, si on veut, de, tu sais, c'est OK d'être conservateur. Dans le fond, c'est, comme tu as dit, d'être un bien chez soi. Je crois que souvent, peut-être plus récemment, c'est dur d'avoir des conversations sensées, si on veut, avec d'une personne qui est de l'autre côté de notre spectre politique, si on veut. Souvent, les gens vont se mettre des blocs, vont juste pas écouter, ils vont même pas prendre l'opportunité d'avoir la conversation. Si Manque je de peux, peu je me importe. permets de sauter là-dessus, Gabriel. J'ai beaucoup appris grâce à ma copine, ma partenaire, qui vient du Venezuela. Puis là-bas, elle vivait dans le socialiste du 21e siècle de Hugo Chavez, qui est un désastre complet. Puis s'il y a quelqu'un à gauche qui dit que ce ne l'est pas, c'est pas des gens de gauche, c'est des bandits. C'est des gens qui se servent d'un langage idéologique pour masquer une oppression pure et simple. C'est Là-bas, dans ces pays-là, comme le Venezuela, comme au Cuba, comme dans des pays qui ont été victimes de l'impérialisme américain, mais d'autres non, on est devenu tellement binaire. C'est nous contre le monde ou le monde contre nous. Si t'es pas avec nous, t'es pro-américain. Si t'es pro-américain, tu détestes la liberté, tu détestes le. Il y a tellement, comme cette façon-là de binaire de voir le monde pourrit la société. Puis, moi, je vois les gens qui sont en face de moi politiquement comme des adversaires et non des ennemis. Ceux que je vois comme des ennemis, c'est-à-dire qui n'ont pas leur place dans l'enceinte politique démocratique, ce sont par exemple des fascistes. Il n'y a pas de place pour serrer une main à un fasciste. Il y a pas de, parce que ces gens-là sont contre toute forme de société démocratique. Des gens qui se disent des tankies, là, donc des socialistes, des communistes autoritaires, il n'y a pas de place pour eux, selon moi, dans l'enceinte démocratique. Parce que c'est des gens qui veulent détruire ce qui fait de nous un des pays les plus privilégiés du monde au niveau des libertés. Donc, notre pays n'est pas parfait. Le monde occidental a beaucoup de défauts. Mais le système économique est très, très à blâmer et à revoir. Et on doit vraiment sortir de ça. Je vais le nommer, le capitalisme, on doit vraiment réfléchir à comment on peut sortir de là et le surmonter, passer à autre chose. Ce qui s'est passé au 20e siècle,
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réussite du côté des alternatives, mais ça ne nous empêche pas de continuer à fouiller, puis à chercher, puis de tenter des choses. Donc, on a, comment je dirais ça, nos adversaires politiques sont pas, tant que c'est pas des gens qui veulent nous éliminer, tant que c'est des gens qui respectent notre place dans le système démocratique, puis qui viennent pas faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire faire du gerrymandering ou jouer avec les règles du jeu pour éliminer leurs adversaires politiques, alors là, on est dans une situation de relative équilibre politique. Le Parti vert a été capable de gagner des sièges avec des moyens assez limités, qui est quand même remarquable, il faut le souligner. Ça ne veut pas dire que c'est fair. On a une méchante pente à grimper, contrairement à des partis qui sont financés par des grosses poches. Je pense aux partis traditionnels. Mais déjà, nos règles démocratiques, autant imparfaites qu'ils peuvent l'être, puis Dieu sait qu'il y a de l'amélioration à faire au Nouveau-Brunswick, déjà ça permet la présence du Parti vert. Donc moi, si je suis ici avec toi aujourd'hui, Gabriel, c'est aussi pour faire de l'éducation populaire. Je te remercie de m'inviter à ta plateforme. On va changer le monde en essayant de convaincre un maximum de gens à se dire « Hey, on va-tu par là, la gang? » Allons essayer ça ensemble. C'est ce qui est beau avec la démocratie, c'est qu'on peut se convaincre comme groupe. Allons essayer quelque chose. Moi, j'ai le goût de dire aux Néo-Brunswickois, essayons de s'occuper de notre environnement et de notre monde. Puis quand je dis notre monde, je parle des gens, des travailleuses, des travailleurs, des gens qui sont sur le chômage, des gens qui, normalement, sont pas toujours priorisés par nos gouvernements. Essayons de mettre un peu plus d'emphase sur ce côté-là, puis je pense qu'on aura une société dans laquelle on est beaucoup plus fier, puis qui va rallier les riches comme les pauvres. Un bon exemple de succès pour moi, c'est une anecdote, c'est juste un exemple, mais lorsque tu as un businessman qui fait au-dessus de 200 000 $ par année, qui embarque dans le même autobus que quelqu'un qui est sur l'assistance sociale ou qui est un réfugié ou qui travaille au salaire minimum, on a les graines d'une société en santé. Lorsque ces deux personnes-là prennent le transport public ensemble pour se rendre au travail. Ça veut dire qu'ils se côtoient, ils se rencontrent, ils ont la chance de se parler. Il n'y a pas de division dans la société. Oui, il y a encore une division sur les salaires, mais c'est le début de quelque chose de bien. C'est un peu par là que je veux qu'on s'en aille. Que ça fait vraiment du sens. Je pense que une des choses que on en a discuté avec Jacques Giguère dans un de mes derniers épisodes. Et puis, il y a eu un article, il y a eu une étude, et puis l'Acadie Nouvelle en a parlé de Roger Ouellet et je crois Gabriel Arsenault qui disait comment dans l'élection de 2020, la division linguistique du côté des votes était à son plus haut qu'elle n'a jamais été. Donc, les francophones votaient libéral, les Anglais votaient conservateurs. Mais, comme tu as dit, les partis moins traditionnels, donc le Parti vert, les NPD, pour qu'est-ce qu'il y avait dans cette élection-là, eux passaient au travers de cette barrière linguistique-là. Puis je crois que la vision que tu mentionnes, qu'elle soit partagée par tout le monde dans le parti ou non, résonne jusqu'à un certain point avec les gens du Nouveau-Brunswick. Pour des raisons valides et d'autres un peu moins, il y a beaucoup de cynisme envers les partis traditionnels. Et puis, ça se transforme un peu avec à vouloir trouver une alternative. Et comme tu l'as dit, les 3 candidats qui sont là en ce moment, les 3 députés qui sont là en ce moment, ont fait du travail, je crois, assez remarquable. Premièrement, pour être élus, puis avoir pris la place de ces partis traditionnels-là. Mais je crois quand même que le travail fait en chambre est quand même bien accepté par la plupart. Donc, je crois que vraiment, c'est une vision qui résonne. Et puis, comme tu as mentionné, le but, c'est quand même de faire de l'éducation. Au travers du podcast, c'est justement de donner les messages différents de tous les côtés pour que justement les gens soient informés et de faire leur décision de comme, OK, moi peut-être que pour ce site, je suis plus conservateur, je suis plus libéral, vert, peu importe, gauche, droite.
Mais c'est ça. Comme qu'on mentionnait un peu avant de commencer le podcast, il y en a pas, il y en a pas beaucoup d'informations comme ça. Donc, c'est ça le but du podcast. Puis c'est grâce à des invités comme toi qu'on peut partager ces idéologies-là. Ben, c'est très gentil, puis je dirais que le mot idéologie est intéressant ici parce que moi, je le prends dans son sens large, parce que encore une fois, il y a plusieurs manières d'être vert. Euh, il y a des gens qui me disent, c'est idéalement, le Parti vert n'a pas le monopole de l'environnement. Si le Parti libéral va en parler, génial. Si le Parti conservateur va en parler, génial. L'affaire, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire sur l'environnement, qu'est-ce qu'on veut faire comme projet de société. Là, on voit où est-ce que c'est là que l'idéologie apparaît dans le sens de, je parle du mot idéologie comme un ensemble de valeurs qui guident nos décisions. Donc, moi, je crois que le Nouveau-Brunswick, c'est une belle place. On a du bon monde. Puis, ce que je voudrais renforcer, ce que je voudrais améliorer, je crois que ça peut traverser des divisions partisanes ordinaires. Je crois qu'il va y avoir beaucoup comment je dirais ça, de consensus sur plusieurs enjeux. Mais comment on le fait, puis pourquoi on le fait, là, il y a moins de consensus. Par exemple, si c'était juste de moi, nos parcs provinciaux seraient autant, si pas plus beaux que les parcs fédéraux. Vous avez déjà été dans un parc fédéral sur Fundy ou Couchibougouac au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment l'Acadillac lorsqu'on compare ça à la plage Murray. Ou lorsqu'on compare ça à, je sais pas, le parc de tout près d'ici, de Mactaquac, qui sont souvent plus des parcs à roulotte, de camping, avec pas beaucoup d'aménagement, et des employés très mal payés d'ailleurs. Presque pas d'interprétation, très peu de valeur ajoutée. Je me dis, au Québec, c'est juste à côté, c'est nos voisins. Leurs parcs provinciaux, ben, ils se diront parcs nationaux. Euh, on voit l'énergie puis l'argent qu'ils ont mis dedans. C'est une fierté. Puis quand je vais au Québec, je suis assez fier des autres. J'aime assez les Québécois parce que les Québécois ont compris l'importance d'investir dans leur espace public. Parce que l'espace public, ça appartient à tout le monde. Puis que tu sois riche ou pauvre, tu peux aller dans un parc au Québec. Puis, bon, oui, t'as le drapeau québécois partout, puis tout, mais t'as toujours de l'eau potable, des douches, des salles de bain qui fonctionnent, un centre d'interprétation qui se tient, des belles cartes. C'est vraiment un espace qui a été aménagé et montré dans ses plus beaux atours, si tu veux. On a mis des ressources. Ça fait en sorte que le Québec jouit de tourisme local plus fort. Moi, si je prends un billet d'avion pour aller à Cancun, disons, je pollue extrêmement beaucoup. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens de chez nous, s'ils savaient qu'ils pourraient aller passer un très bon moment dans un parc provincial au Nouveau-Brunswick, que ça serait vraiment le nec plus ultra de hey, on a des rivières aménagées pour se baigner dedans, il y a des super de beaux sentiers, il y a des endroits où dormir pas trop loin, il y a vraiment du travail qui a été mis, mais en même temps, on respecte la nature, on protège la nature. Euh, on aurait du tourisme local. On garderait notre argent chez vous. On arrêterait de l'envoyer ailleurs. Puis ça, c'est juste par amour de notre terre. Tu sais. Je me dis, OK, le parc, c'est juste un exemple. C'est juste un monde. Je me dis, on peut faire la même chose en éducation. On peut faire la même chose en santé. On pourra avoir un système de santé qui est beaucoup plus préventif, où on structure nos villes pour réduire la sédentarité, pour augmenter le contact humain, pour réduire la solitude de nos aînés qui sont mis souvent dans des grosses bâtisses loin, loin, loin. Si on voulait mettre de l'argent dans ces espaces-là, on aurait une société qui est plus solidaire, qui se tient plus ensemble, qui se dit plus bonjour, comme tu disais plus tôt aujourd'hui, plus tôt dans l'entrevue. Et ça, c'est un choix de société. On peut devenir plus individualiste si on veut. Souvent, lorsqu'on va plus conservateur, ben eux veulent plus un développement du marché. Si tu as de l'argent, arrange-toi. Si tu n'as pas d'argent, ben tough luck, ça c'est ta faute. Vivre en suburbia, vivre de la voiture, une économie qui est très axée sur la voiture. Si c'est ça qu'on veut faire comme choix de société, OK, mais j'aimerais que les partis soient plus transparents avec ça. Ils ne le sont pas vraiment. Nous, au Parti vert, ce qu'on veut, c'est on veut investir dans nos espaces publics parce que c'est ce qu'on partage. Et si on utilise mieux l'espace qu'on a, on réduit l'étalement,
on concentre nos richesses, on évite qu'elles sont dispersées n'importe comment, puis on démontre plus de respect pour ceux qui font en sorte, ceux qui jardinent, si tu veux, ceux qui jardinent notre province. Je trouve qu'en ce moment, on remercie surtout des acteurs qui nous enlèvent plus qu'ils nous donnent. Puis je sais que ça fait très classique populiste, là, mais au Nouveau-Brunswick, on a des gouvernements qui se sont succédés, qui ont été depuis l'ère McKenna. Il faut vraiment le placer à l'ère McKenna, que le politologue Donald Savoie a écrit dans son livre Pulling Against Gravity, tirer contre la gravité, qu'il dit que c'est un gouvernement néoconservateur. Ça, c'est les libéraux de McKenna. Ce sont des néoconservateurs parce qu'ils étaient extrêmement pro-entreprise, couper les taxes sur les entreprises. Le gouvernement de Sean Graham avait fait la même chose, Lane Higgs, tout ça. On a donc une alternance libérale conservatrice qui reste plus ou moins néoconservatrice ou néolibérale, c'est-à-dire on veut aider surtout le marché, puis ça, par ricochet, on espère que ça aide la population. Qu'ils croient ou non, c'est pas important, c'est juste ce qu'ils font. Nous, on dit, on veut sortir de ce paradigme-là, on veut retourner dans l'investissement public, prendre soin de notre monde, puis on fait le pari que ça va générer des meilleures économies et ça va protéger notre population à plus long terme. C'est vraiment une vision à moyen et long terme que, OK, c'est peut-être pas le gros fun tout de suite, mais on va vraiment laisser quelque chose de qualité pour les gens qui sont ici présents, pas juste pour demain, mais pour ici présents, puis pour ceux qui viennent après. Si on fait des investissements massifs en santé, on en bénéficie tous aujourd'hui, mais on va aussi en bénéficier dans 20 ans. Le problème qu'on a aujourd'hui en santé, c'est parce que 20 à 25 ans passés, on a décidé de couper, puis se dire, on va faire de l'attrition, puis on remplace personne. Mais là, surprise, tout le monde a pris sa retraite en même temps, puis on manque de bras. Tous les démographes le voyaient venir, mais ça aurait coûté plus cher dans ce temps-là. Mais on sait aujourd'hui que si on avait investi, disons, 50 millions il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas été obligé d'en dépenser 170 avec Canada Health Lab, par exemple. Avec les infirmières d'agences privées qui sont payées à près de 3 fois le salaire d'une infirmière auxiliaire ou une infirmière ordinaire. C'est comme ce qu'on appelle le trickle-down economic, right? Le monde en haut font beaucoup d'argent, on s'attend que ça va tomber sur le monde en bas. Puis, écoute, on attend tard que ça retombe pour plusieurs personnes, je crois que donc, malheureusement, d'une façon, si on donne l'argent au monde en bas, il y a beaucoup d'entre eux qui peuvent pas se justifier de l'investir dans le marché ou se le mettre dans les poches ou de le garder pour si il y a un temps où est-ce que ça va mal qui s'en vient. La plupart d'entre eux doivent le dépenser pour se nourrir, pour se loger, juste pour vivre ou pour survivre pour quelques-uns. Donc, c'est certain que, comme tu dis, le côté économique de ce côté-là va se pousser lui-même, étant donné les circonstances que ce monde-là sont déjà dedans par défaut. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique parce que les gens qui m'écoutent pourraient se dire Simon propose juste du néo-keynésianisme, c'est-à-dire qu'on va investir massivement dans le secteur public puis espérer que là encore, on est encore dans une logique de croissance. Je suis très conscient que la croissance infinie, ça marche pas, que ça soit de gauche ou de droite. Il y a une limite à la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je suis beaucoup plus dans une sorte d'approche préventive. Il y a certains secteurs qui vont vivre la croissance, comme l'agriculture. Je crois qu'on a vendu qu'on a un potentiel énorme en agriculture qui a été abandonné. Je pense qu'on a plus de champs en vente aujourd'hui que jamais auparavant, ou des champs qui ont été transformés en parking lots, ou j'en perds mon français. Ça fait trop longtemps que je reste à Fredericton. En stationnement. En stationnement ou en développement périurbain, suburbain. Je pense à la ville de Moncton qui a grandi de manière horizontale. Puis tout ça, je veux dire, là où j'ai grandi à Moncton, il y avait une ferme. Je suis un enfant de suburbia monctonien classique. Dans le petit bois en arrière de chez nous, il y avait des restants de clôtures de ferme qui étaient pris entre les arbres. Les arbres avaient poussé, puis ils avaient ramassé les clôtures en poussant. Ça fait qu'il y a des broches de clôture de vaches
dans le milieu des arbres, qui est à peu près le seul vestige qui nous reste de que oui, ici, c'est un terrain agricole. C'est des maudites bonnes terres. C'est des très bonnes terres, surtout dans le coin de la Ryan Road. Là. Il y avait de très bonnes terres dans ce coin-là. Et aujourd'hui, c'est du développement de faible densité urbain qui coûte très cher à entretenir et qui vont nous coûter plus cher à entretenir dans le futur que qu'est-ce qu'ils nous ont rapporté en taxes. Parce que la densité est juste pas là. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on ait un développement qui fait en sorte qu'on prévoit que, par exemple, dans 20 ans, si le prix de l'essence continue d'augmenter, ce qui est relativement prévisible, ou que l'énergie continue d'augmenter, parce que ce soit électrique ou à gaz, c'est pas important. L'important, c'est qu'utiliser l'énergie, ça a un certain coût. Tant que ça a un certain coût, avoir des espaces qui sont mal organisés, qui sont comme des paniers qui fuient, ben ça veut dire qu'on doit faire une décision. Soit qu'on retape nos routes ou soit qu'on s'occupe de notre monde. Puis ça, c'est même dans un monde néo-keynésien où on investit beaucoup, là. À un moment donné, il y a une limite au pave, il y a une limite au bitume, il y a une limite aux grands échangeurs d'autoroutes, il y a une limite à construire toujours plus gros en se disant on va sortir de la crise en faisant plus gros. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de s'acheter de la dette là, pour plus tard. Puis là, je parle d'une dette naturelle, pas seulement de la dette physique réelle, là, économique, monétaire, mais une dette qui elle, fait en sorte que la fameuse capacité de repayer écologique sera plus là. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un monde où on a moins d'énergie, ou du moins que l'énergie est plus coûteuse à aller chercher, avec plus de crises, parce que le climat va continuer à nous en réserver des bonnes. Puis, donc plus de feu à gérer, puis moins d'eau. C'est un peu l'image que je veux faire. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est prévenir la désertification puis l'assèchement des terres qui fait en sorte que tout devient sec puis qui peut brûler comme dans l'Ouest. C'est une métaphore pour dire l'aménagement de nos villes doit être une priorité. L'aménagement de nos hôpitaux doit être une priorité. L'aménagement de nos écoles, comment on décide de... Est-ce qu'on veut avoir des écoles comme Moncton High? Je parle beaucoup de Moncton aujourd'hui, je devrais parler de Fredericton. Mais l'école de Hanwell, qui a été construite dans la circonscription de Dominic Cardy, qui est à l'extérieur de la ville de Fredericton. Cette école-là devait être bâtie à l'intérieur des limites de la ville. Alors, on a décidé, non, on va faire encore du développement périurbain. Ça, c'est la province qui en est coupable. C'est pas la municipalité. Alors, on a besoin d'une province qui accompagne et qui veut travailler avec les municipalités, parce que très souvent, les municipalités veulent aller encore plus loin que la province, mais ils n'ont pas l'aide qui se doit de la province. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la volonté politique qui est là pour leur donner le go ou leur faire les emprunts qu'il faut ou leur amener l'expertise. Je pense que le Parti vert peut jouer ce rôle-là pour, même en position de minorité, que ce soit un gouvernement conservateur ou libéral, si les Verts sont là pour garder un gouvernement honnête, ça peut avoir des impacts assez significatifs. Je pense à l'île du Prince-Édouard, lorsque les Verts tenaient le gouvernement minoritaire. Dans mon travail, je couvre les nouvelles de l'île du Prince-Édouard aussi. On a des membres à l'île du Prince-Édouard, donc on travaille avec eux. Et je te dis, c'est le gouvernement le plus progressiste qu'on avait à l'est du pays. C'était le gouvernement conservateur de l'île du Prince-Édouard. Mais ici, personne ne va en parler parce que ça rentre pas dans les narratifs des partis conservateurs, ça rentre pas dans les narratifs du Parti libéral. Et ça, c'était à cause du Parti vert qui tenait le gouvernement conservateur en laisse, le parti de Peter Bevan Baker. Donc, là, j'ai vu le pouvoir que ça peut avoir, une poignée d'élus verts qui gardent un gouvernement honnête, le bien que ça l'a fait pour la population. Malheureusement, politiquement, la population a décidé de remercier le Parti conservateur pour avoir mis toutes ces belles politiques-là en œuvre, parce que le Parti vert n'a pas été capable de souligner le fait que c'était leur travail qui a été fait. Donc, le Parti conservateur a joui d'une immense majorité électorale à l'île du Prince-Édouard en ce moment, et c'est à cause d'une erreur des débutants du Parti vert qui ont été un peu naïfs, je pense, dans leur manière de communiquer leurs bons coups ou le manque de communication qu'il y a eu sur leurs bons coups. J'espère pas répéter cette erreur-là ici, mais j'espère qu'on peut répéter cette même approche de collaboration-là, puis de tordre le bras, si tu veux, des autres partis pour qu'ils commencent à s'occuper des gens, qu'ils commencent à s'occuper de notre environnement, qu'il soit naturel ou bâti.
Écoute, je pense que le manque de communication, c'est quelque chose qui, comme on parlait un peu tout à l'heure, qui existe un peu assez quand même ici au Nouveau-Brunswick. Pour le bien ou pour le mal, peut-être qu'il y en a que c'est voulu, peut-être qu'il y en a, comme tu dis, des erreurs de débutants, mais euh, OK, on a parlé d'un peu tout, un peu partout. Retournons à, comme tu as dit, ta circonscription, donc Fredericton Sud, Silverwood. Euh, Présentement, de ce que j'ai pu voir, donc les autres candidats, il y a Susan Holt, bien entendu, qui est la chef du Parti libéral. Il y a Nicole Carlin pour le Parti conservateur. Nikki Lyons McFarlane pour le NPD. Et puis, j'ai pas vu personne pour le People's Alliance, donc on va assumer qu'il y a personne en ce moment. Selon moi, puis de ce que j'ai entendu un peu aussi, puis je sais pas si c'est tout à cause de toi ou peu importe, mais c'est la circonscription à regarder pour les élections. Selon moi, c'est une circonscription perdante pour le Nouveau-Brunswick, peu importe qui rentre. Si toi, tu rentres, et puis je te le souhaite, bien entendu, les libérales perdent leur chef, qui pourrait avoir, peu importe l'impact que ça aura. Si Susan Holt rentre, eh bien, toi, tu ne seras pas là et je crois que tu pourrais faire un très bon travail au niveau de l'Assemblée législative, tout ça. Du côté du NPD, je ne suis pas assez familier avec la candidate, mais si eux rentrent, toi et Susan Holt ne sont pas là, donc c'est deux autres coups. Mais qu'est-ce que tu penses qui, bien entendu, chaque fois qu'il y a un chef de parti, c'est quand même normalement le candidat qu'on assume qui va gagner. Quoique historiquement, David Kuhn a battu Susan Holt je crois que c'était en 2018, avec quand même une grande majorité d'avance. Donc, dans la circonscription en général, il y a un assez grand le travail de base, la fondation est déjà là pour le Parti vert. C'est pas comme si c'est une nouvelle circonscription 100%, étant donné le travail qui était fait du côté de David Kuhn. Mais aussi, historiquement, était quand même plus conservatrice que libérale dans le passé avec les différentes situations, changements qu'il y a eu. Alors, comment est-ce que toi, par exemple, est-ce que ça fait une grosse... J'assume que ça change ta stratégie, mais je sais que tu as fait beaucoup de porte-à-porte et tout ça. Comment est-ce que ça impacte ton côté de campagne, si on veut, le fait que ça soit Susan Holt, ou est-ce que ça change rien du tout? Est-ce que ton plan était déjà établi? Je crois que tu avais été annoncé avant elle, mais j'assume que le monde se doutait que c'est là qu'elle allait aller. Donc, parle-nous un peu de ça, peut-être, de qu'est-ce que tu fais comme campagne, puis comment est-ce que l'impact que ça a. Au début, j'étais comme toi, je me disais, ah, c'est dommage parce que, tu sais, on veut jamais. Moi, je suis pas en politique pour descendre mes adversaires. Je suis là pour porter certaines idées, puis porter la voix des citoyens de Fredericton, du super de Belleville, du bon monde. Puis je veux y amener ma touche personnelle, évidemment, mais vraiment, Fredericton est vraiment une ville intéressante à cause de sa base verte, mais aussi de tout le reste, comme tu dis. C'est vraiment un microcosme de la province, mais d'une façon différente que d'autres municipalités pourraient l'être, comme Grand-Sault, ou Bathurst ou Moncton, où on a anglais, français, tout ça. Je te dirais que j'espérais pour plus de collaboration avec l'autre partie de l'opposition, les libéraux. Et M. Kuhn, en octobre dernier, avait étendu la main à l'autre côté de l'allée à Fredericton en parlant aux libéraux, dit est-ce qu'on peut travailler ensemble pour se débarrasser des conservateurs? Puis la réponse de Mme Holt a manqué de hauteur, je trouve, parce qu'elle a dit we'll cross that bridge when we get there. C'est-à-dire, non, je suis pas intéressé. Et une semaine après, Mme Holt, qui avait été élue à Bathurst, les Hautes-Terres de Nipisiguit, une semaine après que M. Kuhn avait fait cette offre-là, elle a annoncé qu'elle se présentait à Fredericton, alors qu'elle a déjà un siège. On sait très bien,
et ça, tous les sondeurs peuvent te dire que la nouvelle circonscription de Fredericton Sud-Silverwood, très gagnable pour les Vertes. À cause du beau travail de M. Coons, ça fait presque 10 ans qu'il est là. Donc, la base verte est forte, puis je le constate aux portes. C'est vraiment rafraîchissant. Moi, ça me fait chaud au cœur. Il y a des gens qui disent « Ah, t'es vert, parfait, je vote pour toi. » Je dis « Ben là, laissez-moi me présenter un peu. » La confiance que M. Coons a développée avec la population pour son travail de circonscription était vraiment hors pair. Et vraiment, j'ai des grands souliers à remplir dans ce sens-là. Mais une semaine après que M. Coons avait fait cette offre-là, cette proposition-là, on y a un peu craché dessus. Et ensuite, là est venu beaucoup de coups bas de la part du Parti libéral pour aller poacher des candidats verts ou tenter de présenter des candidats libéraux forts dans des circonscriptions vertes plutôt que dans des circonscriptions conservatrices. Donc, les libéraux voient le Parti vert comme une menace et on le voit de plus en plus. Même à l'investiture à Memron Cook, ils ont mentionné le Parti vert. Alors que, tu sais, bien fait pour M. Giguère qui les garde en haleine. Mais je trouve ça un peu dommage parce que si on veut vraiment se débarrasser de M. Higgs, si on est sérieux là-dedans, nous, on est sérieux là-dedans parce qu'on ne considère pas qu'il a fait des bonnes choses pour la province. Il nous amène dans une drôle de direction qui ressemble beaucoup à celle qui se passe aux États-Unis. Si on est sérieux, on va travailler ensemble du mieux qu'on peut, même si on est des adversaires politiques. Même si que oui, c'est vrai, on se vient piocher un vote sur l'autre, puis des fois. Mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu cette réciprocité de respect-là, puis moi, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, Mme Holt, je l'ai appelée. Je lui ai dit que je voulais me présenter. Voici mon numéro de téléphone. Je vous souhaite une bonne campagne. On va faire ça de manière polie. On reste des êtres humains. C'est pas facile. J'ai beaucoup plus de respect pour les politiciens aujourd'hui parce que ça peut être dur sur le moral. On fait face à le jugement des autres constamment. J'étais peut-être pas complètement prêt pour ça, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai appelé Mme Carlin aussi pour lui dire voici mon numéro de téléphone. Je m'appelle Simon. Donc, j'ai fait la même chose avec l'NPD. J'ai appelé tout le monde parce que je crois dans la valeur de, comme je t'avais dit, je suis démocrate dans ce sens-là, dans la courtoisie. Donc, au niveau de la stratégie, qu'est-ce que ça change? C'est sûr que moi, je veux tout faire pour qu'on puisse gagner. Oui, M. Coons avait gagné toutes les pôles de sa circonscription lorsqu'il était contre Mme Holt. L'appétit pour Mme Holt n'est pas si fort que ça dans sa propre circonscription. Et les francophones sont très mal placés pour faire ce jugement-là parce que généralement, il y a la lentille déformante de la majorité libérale chez les francophones. L'appétit libéral est pas très fort chez les anglophones. Beaucoup moins fort. Je le constate au pas. C'est très intéressant. Mais tout le monde veut se débarrasser de Higgs. Je dis tout le monde. J'ai une grande majorité. Je constate cette majorité-là. Alors, je crois qu'il va y avoir vraiment un moment dans cette campagne-ci où les gens vont voir, OK, qui est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est les Verts qui sont en première place ou est-ce que c'est les Rouges? Où est-ce qu'on peut voter pour nous assurer qu'on barre le chemin à la droite, on barre le chemin aux conservateurs? Et donc, j'ai rencontré des gens qui sont libéraux, mais qui me disent, s'il faut que je vote vert pour le bloquer, je le ferai. Et vice-versa, je l'ai entendu de l'autre côté aussi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un drôle d'élément à juger. Mais il y a quelque chose que je dois rappeler aux gens. Et je leur rappelle, c'est qui nous a mis dans la position qu'on s'est retrouvé avec Blaine Higgs? Qui a fait en sorte que le chemin là, a été pavé pour M. Higgs? C'est Brian Gallant. C'est les libéraux. Et qui étaient les conseillers de Brian Gallant et des libéraux? Ben, la même équipe qui est là aujourd'hui. Mme Holt était avec M. Gallant, c'était une de ses conseillères. Alors, est-ce qu'on veut se retrouver dans une situation d'ici 4 ans, advenant, disons, que les libéraux gagnent, où on pave le chemin pour quelqu'un comme Chris Austin? Et M. Higgs, et c'est ce que les gens semblent oublier, c'est pour ça que j'adore ma discipline d'histoire, mon diplôme en histoire, c'est qu'à chaque élection, les libéraux font tout le temps, si c'est pas nous, c'est le grand démon. Les conservateurs font la même chose. Si c'est pas nous, ben c'est le diable en personne qui veut convertir vos enfants. J'invente même pas ça, tu sais.
Et nous, on est un peu comme à l'extérieur de tout ça, puis on dit, hey, on peut-tu arrêter de faire des foleries, là? La récréation est finie, là. On a des gens à s'occuper, on a une province à gérer. Hey, mettons un peu de sérieux là-dedans parce que les enjeux ne vont pas en s'améliorant. Là. Il y a des choses qui s'aggravent. Il y a des choses qui s'améliorent, oui, mais on a des sacrés défis. Donc, on veut surmonter cette partisanerie crasse-là. Puis je pense que la meilleure façon de la surmonter, c'est de se défaire du carcan de l'alternance bleu-rouge. Jacques Giguère l'avait mentionné à son entretien avec toi. Puis, je pense que c'est une bonne manière de redonner un peu d'humilité à tous les partis, que le pouvoir ne devrait pas être pris pour acquis. Il y a des régions en entier qui ne devraient pas être pris pour acquis. Et je crois que le Parti vert, en ce sens-là, est le meilleur outil pour la communauté acadienne. Et le Parti vert est le meilleur outil pour la communauté anglophone. Euh, on est capable de surmonter ces désécarts-là, comme Roger Ouellet et Gabriel Arsenault l'ont souligné dans leur article avec l'Acadie Nouvelle. Et c'est pas juste de surmonter ce clivage-là, mais c'est aussi de passer à autre chose. Où est-ce qu'on veut être dans 10 ans? Si on continue à juste bloquer la route ou défaire des gouvernements, on se retrouve jamais avec le gouvernement qu'on veut. On se retrouve avec le moins pire de deux mauvaises options, pour être très franc. Il y a du bon monde qui milite dans le Parti libéral, du bon monde qui milite dans le Parti conservateur, probablement un peu moins, mais quand même, tu sais, je vais me permettre d'être un peu méchant, mais quand même, je crois que il y a tellement de libéraux que j'ai rencontrés qui veulent être verts, mais qui se disent ouais, mais ils veulent pas se donner les moyens de leurs ambitions. La peur guide plus leurs décisions que l'optimisme, puis une vision de l'avenir. Moi, c'est ce que je veux amener. C'est vraiment une vision d'avenir. J'ai regardé dans les 100 dernières années des gouvernements précédents et je dois résumer les propos d'une madame à qui j'ai rencontré, une madame de 92 ans sur la rue Wagoners. J'ai rencontré une ancienne employée publique. Elle a travaillé avec le gouvernement qui précède celui de Louis Girobichaud. Si je me trompe pas, c'était le gouvernement je sais pas si c'était McNair ou de Thompson, Fleming. Fleming, grand-père, père. En tout cas, il y a eu plusieurs Fleming dans l'histoire du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je vais revenir là-dessus, je ferai ma recherche Wikipédia pendant que tu parles, Boto. Elle a travaillé sous ce gouvernement-là. Et elle a travaillé dans tous les gouvernements jusqu'à temps qu'elle prenne sa retraite. Donc, c'est-à-dire à peu près, là, je pense qu'elle a pris sa retraite sous le gouvernement Lloyd. Et cette madame-là, pure anglophone, là, tu peux pas aller plus pure loyaliste anglophone que cette madame-là avec des racines écossaises, fière de tout ça. Elle m'a dit, I've seen them all work. I think we need to try something different. J'ai trouvé ça tellement beau parce que je me suis dit, c'est pas moi qui parlais, c'est au porte-à-porte. On pense tout le temps que c'est des politiciens qui viennent nous parler. En fait, très souvent, c'est un bon politicien, je crois, va écouter. Et pour moi, ça a été tout qu'un apprentissage. Je dois vous dire, j'adore parler, mais à la porte, non, j'ai une bonne discipline. Je me ferme la trappe puis j'écoute parce que c'est le temps d'écouter. C'est pas le temps de parler, c'est le temps d'écouter. Puis les citoyens ont besoin d'être entendus, puis il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe un coup qui a été entendu. Donc, j'espère porter la voix de cette madame-là, de ses espoirs. C'est surtout là que je regarde. C'est vraiment, moi, je réfléchis à l'avenir, puis je pense que c'est ça qui oriente ma stratégie à Fredericton. Un des sujets qui a revenu à presque toutes les entrevues, je crois, que j'ai fait jusqu'à présent, puis je parle pas juste des candidats d'élection, tous les épisodes ou presque du podcast, c'est le manque de vision pour l'avenir, ou l'avenir assez loin, si on veut. Comme là, avec les élections, on prend pour 4 ans. On va, tu sais, comme tu as dit, peut-être qu'on va voter libéral juste pour voir, puis dans 4 ans, là, on en repensera encore, tu sais. Ah, t'es généreux. Moi, je pense qu'ils ont un horizon. La plupart des partis ont un horizon d'une journée, c'est-à-dire le lendemain des élections. Après ça, on se permettra de rêver, mais avant ça. Ouais, du côté des partis, ouais. Oui. Non, fait que donc, c'est ça. Donc, le monde ont souvent, comme tu as dit, c'est la peur qui les guide. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la chance que le parti qu'ils ne veulent pas va entrer. Puis,
Ce que tu dis de ce que tu vois aux portes, ça semble tranquillement changer. Je crois qu'on le voit aussi à la longueur à la grandeur de la province. Alors, j'espère que ça ne prendra pas 92 ans pour la plupart des gens avant de dire ouais, je pense qu'il faut essayer le code nouveau. Mais non, je crois que. Puis écoute, c'est pas nécessairement dire qu'il faut voter vert, bien entendu, dans ce cas ici ou dans ton cas, c'est ce qui compte pour toi si on veut, mais c'est aussi à apporter les partis traditionnels à peut-être se réinventer. OK, notre stratégie qu'on a depuis peut-être trop longtemps maintenant, ça ne marche plus autant. Peut-être qu'il faut réévaluer qu'est-ce qu'on fait. Et puis, c'est de ce côté-là que, comme tu dis, on collabore tous ensemble d'une façon où les partis vont s'en aller vers, ou on espère, s'en aller vers ce que la population veut ou qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et puis, que la journée après les élections, ça ne changera pas d'idée, mais qu'ils vont continuer avec les promesses qui ont été faites. Ouais, c'est l'horizon, le long terme. Moi, tu sais, plutôt, tu me disais, toi, tu viens de 50 ans. Tu sais, dans un gouvernement vert, où un gouvernement vert s'occupe de la province, au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui se passe pour Saint-Quentin? Qu'est-ce qui se passe pour Shippagan? Qu'est-ce qui se passe pour Nakawik? Qu'est-ce qui se passe pour Saint-Jean? Bouctouche. Il y a une province différente dans 10 ans si un gouvernement vert est élu dans quelques mois. Cette province-là, ça ressemble encore, mais il y a certaines choses qui sont différentes dans 10 ans d'ici, que si on prend ce chemin-là ou si on prend un autre chemin. Puis, moi, je regarde Saint-Quentin, je me dis, bon, c'est une région qui vit du bois, puis de la sériculture, donc du sirop d'érable. Il y a d'autres jobs, le secteur public aussi, mais fondamentalement, Kedgewick pareil. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à l'avenir à long terme de la communauté de Saint-Quentin? Avec un parti vert, nous, on veut s'assurer que non seulement qu'il reste du bois à couper, mais qu'on puisse faire des produits de meilleure qualité, qu'on puisse avoir des bonnes jobs qui payent bien, qu'on soit fier de ce qu'on fait chez nous, qu'on a de la valeur ajoutée. Mais que peut-être qu'on n'est plus dans les grandes coupes à blanc d'une certaine époque. Peut-être qu'on est vraiment dans une meilleure gestion de nos bassins versants. Parce que ça veut dire qu'on a de l'eau propre pendant que plein de pays sont en train de se tirer dessus pour avoir de l'eau. Parce que on a conscience que puis prendre soin de notre terre, puis je dis notre terre agricole comme terre boisée, comme terre industrielle. L'industrie a sa place au Nouveau-Brunswick. Tu sais, les gens pensent que les partis verts, ça n'aime pas tout ce qui est fait de la boucane, mais c'est pas vrai. Moi, je suis pour une industrialisation locale. Il y a des choses qu'il va tout le temps falloir qu'ils soient faites par chez nous. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on aura besoin des raffineries de pétrole dans 50 ans pareil. Peut-être moins, mais puis peut-être pour autre chose, mais il y aura encore une certaine place à certains types d'activités industrielles. Comment on peut l'organiser pour faire en sorte qu'on n'est pas en train de défaire notre terre à long terme, que ce soit en l'approvissant ou l'érosion ou en la brûlant avec des produits chimiques. Comment faire en sorte qu'on a plus de petits agriculteurs? Comment est-ce qu'on peut avoir des régions rurales qui se tiennent debout? Parce que si nos régions rurales tombent dans un monde en changement, je suis désolé, mais c'est pas en ville qu'on va faire pousser beaucoup de légumes. Oui, des petits jardins, c'est bien le fun. Je suis vraiment un bon jardinier amateur, mais j'ai pas la capacité de production de quelqu'un de Drummond. J'ai pas la capacité de production de quelqu'un de Saint-André ou de Woodstock. Il va falloir qu'on respecte plus nos régions rurales au Nouveau-Brunswick. Puis le Parti vert en est conscient de ça, parce que tous les partis écologistes en Europe mettent beaucoup d'attention sur le secteur agricole, sur le secteur forestier, pour faire en sorte que ça soit des bonnes jobs, que les communautés rurales vivent bien, parce que sans ça, nous, on n'est rien. On mange pas en ville, là. Donc, si on peut prévoir les coûts d'avance, on peut avoir une certaine prospérité. Je dis pas que tout le monde va avoir 4 skidoo, puis 2 gros chars, puis des gros garages. Je suis pas sûr qu'on pourra continuer à faire ça à vitam aeternam. Mais pour autant, j'ai rien contre les gens qui font ça. Puis moi, je dis tout le temps, il n'y a rien de plus vert qu'un chasseur au Nouveau-Brunswick. Une femme ou un homme qui chasse, là,
Ils voient la destruction environnementale. Ils voient c'est qui les grosses compagnies qui sont en train de tout prendre puis rien laisser. Ils voient où ce que ce bois-là finit. Ça finit pas chez nous, ça finit souvent aux États-Unis. Notre plus beau bois, souvent, on n'en profite même pas. Ils voient que les emplois à valeur ajoutée sont à l'extérieur de la province, puis que ça, c'est pas obligé d'être de même. Donc, ça, c'est des décisions qu'on peut faire comme collectivité. Puis moi, on a tellement de belles choses au Nouveau-Brunswick que je trouve ça un peu limitant d'être juste candidat dans une région. J'aime beaucoup Fredericton, mais je me dis, moi, j'aime Saint-Quentin, j'aime Grand-Sault, j'aime Cap-Pelé, j'aime Caraquette, j'aime Nigadou. Tu sais, il y a tellement de... Puis quand on est vert, on a un peu ce luxe-là de devoir parler pour tout le monde. Et bon, Kevin te dirait que c'est un fardeau parce que ça fait beaucoup de voix à porter, mais le Parti vert a toujours été un parti d'idées pour deux partis qui nous écoutent puis ils disent ah, on n'a jamais pensé à ça nous autres, puis après ça, tranquillo, ils le mettent dans leur plateforme. Par exemple, je pense à la stratégie sur l'alimentation locale. Si c'était pas toutes les interventions de Ken, de Kevin, ça veut dire Kent Nord, du député de Kent Nord, le trois quarts de la stratégie sur l'alimentation locale des conservateurs n'existerait pas. Et ça, il n'y a personne qui sait ça parce que ça demande des études au peigne fin des législations ou de regarder CPAC à longueur de journée. Puis, je m'excuse, mais c'est pas très, très, très intéressant. Mais je peux vous dire que je veux rendre ça plus intéressant. Puis, si on est capable de multiplier les Megan et les Kevin et les David qu'on a à l'Assemblée, ça sera un peu moins endormant. Puis, on pourrait ramener un peu de sérieux dans cette salle-là. Ouais, c'est exactement ça. J'avais commencé plus au début, avant que je fasse le podcast, à écouter de plus en plus durant la soirée, mais souvent c'est durant la journée. Donc, écoute, je travaille, je peux pas l'écouter. Puis là, je peux réécouter la rediffusion, mais là, j'ai 12 heures à écouter dans pas peu de temps. Et puis là, tu finis pas. Là, le lendemain, il y en a un autre, les comités. Donc, le niveau de contenu, si on veut, est beaucoup trop élevé pour le peu de temps que les gens ont en général pour passer leur temps et voir « Ah, OK, ça, c'est Kevin qui a dit qu'on va faire ça » ou « Ah, ça, c'est Daniel Alain » ou peu importe le ministre. Donc, On dépend raison tellement du travail, puis je leur remercie pour leur travail, mais des courriéristes parlementaires, des journalistes de l'Assemblée législative. Je pense notamment à, maintenant qu'il est à la retraite, Michel Corriveau, qui fait un excellent travail, mais aujourd'hui, il y a Alex Villeneuve ou Alexandre Boudreau à l'Acadie Nouvelle, Jacques Poitras à CBC, Silas avec Global, ou bien Laura, CTV. Tous ces gens-là, et j'en passe, il y en a. Mais tous ces gens-là font un travail de vulgarisation tellement important, mais le problème, c'est que eux, ils vendent aussi de l'attention. J'avais un ami qui me disait tout le temps ça, qui travaille à l'Acadie Nouvelle, il dit d'abord et avant tout, le journal vend de l'attention. Parce que si on vend pas de l'attention, on n'a pas de gens qui achètent des pubs. Si on vend pas de l'attention, il n'y a personne qui allume la télé. Et donc, on peut pas juste faire du vrai contenu tout le temps. Parce que, je veux dire, c'est pas du... Tu sais, là, des nouvelles, ça reste des nouvelles. Donc, il y a tellement de choses qui nous filent entre les doigts, mais je pense que plus qu'on aura de gens verts là, nous, on a nos propres réseaux de communication, on a nos propres membres, et plus les gens sont intéressés par ce qu'on fait, et indirectement, en général, le voteur vert est un voteur assez informé. Parce qu'ils sont généralement frustrés de ce qui se passe, puis ils portent attention, puis ils réalisent que, waouh, voici des gens qui font vraiment leur travail. Moi, c'est pour ça que je me rejoins à leur équipe. C'est des gens qui bossent fort, ils bossent dur. Puis, on peut pas leur reprocher leur éthique de travail. Absolument pas. Et moi, je trouve ça admirable. Je suis un syndicaliste. Je me bats très fort pour que les gens travaillent un peu moins. Puis, mais de mon côté, je suis un peu un workaholic. Donc, j'espère amener la même énergie là-bas. Mais dans cette idée-là de je veux travailler fort pour faire en sorte que les autres gens autour de moi vivent mieux. Puis, je pense que je peux pas me tromper. Que je gagne ou que je perds, si c'est l'attitude avec laquelle je m'en vais, je peux pas me tromper. Absolument. Écoute, pour terminer, peut-être si qu'il y a un enjeu spécifique à ta circonscription, soit que tu vois beaucoup aux portes ou juste en général, et puis peut-être qu'est-ce qui est la solution que tu apportes comme candidat ou comme parti?
À Fredericton, j'en ai fait l'expérience personnelle, c'est les fameuses cliniques. Il n'y a presque pas de cliniques de santé à Fredericton, c'en est gênant pour la capitale de notre province. Je veux vraiment que Fredericton devienne la capitale dans le sens que qu'on respecte son rôle et qu'on se comporte comme une capitale. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement provincial qui fait en sorte que la capitale, ce soit pas Rothsay ou Saint-Jean ou même Moncton. On n'a pas de service de première ligne en santé autre que l'urgence. Il y a une clinique qui vient tout récemment de fermer, qui était une des dernières cliniques après heure de la région qui vient de fermer. Parce que les deux médecins, ils lancent la serviette, ils disent OK, ça suffit, on peut. Donc, à partir du mois de juillet, là, on vient de perdre la clinique du Brookside Mall. Et ça affecte les gens du côté sud. Parce qu'on n'a pas de clinique au côté sud, on n'en a presque pas. On en a quelques-unes, mais c'est vite dit là, qu'on a des accès aux cliniques, surtout lorsqu'on se compare à Moncton ou à Saint-Jean. Le Parti vert croit dans des cliniques publiques où on appuie les médecins, parce que très souvent, running une clinique, c'est une entreprise privée avec tous les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves ton staff, il faut que tu le payes comme il faut que tu arrives à être profitable. Mais ça devrait être un service public. On doit créer d'autres lignes de défense autres que la salle d'urgence. Ça n'a pas de bon sens que si ton petit garçon a une grosse grippe, que tu es obligé, que tu peux pas l'amener nulle part d'autre qu'à l'urgence. Je devrais pouvoir l'amener à une clinique, et idéalement une clinique où on a plus que juste un médecin de famille, mais on a aussi des infirmières auxiliaires, des physiothérapeutes, des experts en santé mentale, vraiment une sorte de clinique plein service. Ça va coûter de l'argent, ça. Mais ce gouvernement ici nous a démontré quelque chose, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent faire le choix de tout le mettre sur la dette, sur le repaiement de la dette, alors que les agences de crédit disent que c'est pas nécessaire, ou qu'on peut le réinvestir dans les premières lignes pour nous sauver de l'argent à plus long terme, non seulement pour les individus, mais aussi pour notre société. Je pense aux 175 millions qui ont été blowés, qui c'est pas fini, hein? Le compteur continue, parce que les contrats sont pas tous échus avec les agences de personnel privé. La privatisation en santé, c'est une vraie gangrène. Je crois si on mettait ce genre d'argent-là qu'on a dépensé depuis la COVID dans plus de prévention puis d'accès aux soins directs, quand mon bobo est pas devenu un gros bobo, je suis capable de sauver de l'argent au système, du temps aux gens. Ça veut dire moins de journées de travail perdues. Ça veut dire une société plus heureuse, plus en santé et qui vit pas en panique du prochain bobo qui arrive, là, qui fait en sorte que s'il y a quelque chose, ils vont pas se dire je veux pas aller déranger les travailleurs de la santé. Puis combien de fois que j'ai entendu de nos propres membres au SCFP, des gens qui travaillent en santé, ne pas se présenter à l'urgence quand ils avaient un problème parce qu'ils savent comment surchargés que leurs collègues sont. Puis là, surprise, surprise, c'était pire que ce qu'ils pensaient, puis là, ça s'est aggravé, puis parce qu'ils ont attendu, là, c'est un vrai gros problème. Si on a une médecine un peu plus préventive, ça peut faire tellement de bien dans notre capitale. Ça va bénéficier tous les nouveaux arrivants, ça va bénéficier les gens qui sont ici, ça fait longtemps, ça va bénéficier les milliers de gens qui viennent de perdre leur médecin de famille parce qu'on en perd très souvent. Chaque fois qu'on perd un médecin de famille, on perd à peu près 1200 à 2000 personnes qui perdent leur accès à un médecin de famille. Il faut trouver des solutions alternatives et ça c'en est une. Un bon réseau de cliniques publiques à Fredericton, ça ferait des miracles. Écoute, sur ça, Simon Ouellet, merci beaucoup d'avoir accepté de venir jaser aujourd'hui. Puis, je te laisse le mot de la fin. C'était un plaisir. Puis, bon, si tu me laisses une minute encore, je vais inviter les gens à consulter un livre qui m'a poussé à me présenter au Parti vert. C'est une bande dessinée qui était très populaire en France. Ça s'appelle Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. C'est pas parfait. Il y a beaucoup de divergences sur certaines interprétations, mais les propos, en gros, là-dedans sont vraiment remarquables. C'est une bande dessinée sur la question de l'énergie, puis de l'usage de l'énergie dans le futur. Et c'est la question de notre siècle. Qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie?
jusqu'à temps qu'on trouve une source d'énergie abondante et infinie, autre que celle du Soleil, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer une certaine décroissance au niveau des énergies? Comment on peut mieux organiser nos sociétés? Quelle sorte de choix que ça peut nous imposer? C'est la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, qui est aussi porte-parole du Shift Project en France. Il fait beaucoup de vidéos YouTube. Très intéressant parce que c'est un monsieur qui est pro-nucléaire, alors qu'ici, en général, le Parti vert n'est pas pro-nucléaire. Je suis pas pour les petites centrales nucléaires, les licornes des libéraux et des conservateurs, on s'entend. Mais les Français ont toujours été assez pro-nucléaire à cause de leur histoire industrielle. Mais c'est un livre fascinant, très simple. Ça peut être compris par des adolescents, comme que ça peut être compris par... c'est comme les Tintins, hein? Un Tintin, ça disait pour les de 7 ans à 77 ans. Je me rappelle de ça. Ça fait que là-dessus, je vous invite à lire ça. Et puis, suivez la campagne. J'ai ma page Facebook, j'ai mes médias sociaux. Et si vous voulez devenir bénévole, vous pouvez le faire, hein, même si vous êtes loin. Je dois faire mon pitch. Je suis désolé. J'ai dû me permettre ça, Gab. Merci de ton temps, puis merci de faire le service public que tu fais en ce moment, d'informer les gens. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.